Bonjour à toutes et tous. Nous allons ouvrir cette journée de rencontres design et territoire. Et c'est avec un grand plaisir que je vais démarrer. Donc le titre de notre journée de rencontres design et territoire, c'est effectivement la juxtaposition de deux mots, design, territoire. A priori, souvent on les considère un peu étrangers l'un à l'autre, et pourtant c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, il y a de nombreux lieux et de personnes qui revendiquent ces questions aujourd'hui. Et évidemment, il ne s'agit pas de penser le design uniquement pour multiplier des petits aménagements publics normés, tous les mêmes partout, ou juste simplement penser à une plus grande échelle. Ce n'est pas le propos de notre journée, mais au moins on évacue comme ça un petit peu des choses. Ce n'est pas non plus l'idée de penser un design qui servirait à unifier une identité visuelle, par exemple, une identité graphique, communicante, selon des standards de marketing sur des territoires qui s'est franchisé quelque part, qui seraient répétés avec des franchises. Donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus l'idée de penser le design comme un lieu où on fabriquerait encore plus de nouveaux objets qui pourraient vite rejoindre le rayon des gadgets si justement on ne prend pas en compte des enjeux contemporains du monde d'aujourd'hui. Donc le design dont on va parler aujourd'hui, c'est effectivement un design contemporain, et puis un design pour demain surtout. C'est un design qui est engagé, responsable, global autant que local. C'est un design qui pense aux usagers, aux habitants, simplement aux hommes, aux femmes, dans le sens de l'humanité, à l'individu, aux petits groupes, aux grands groupes. C'est un design qui intègre l'usage des ressources, la fabrication, la réactivation des savoir-faire traditionnels, mais aussi le cycle de vie et l'utilisation de la matière. C'est un design qui prend soin sur une surface déterminée, des caractéristiques sociales, géographiques, biologiques, historiques, patrimoniales, éthologiques et naturelles. Et 3 petits points. C'est ce qui petit à petit nous a conduit à considérer le territoire comme un élément étroitement lié à la pratique du design. Et évidemment, la réciproque est vraie. C'est aussi l'endroit pour faire du projet, puisque c'est bien le sens initial du mot design, dans le sens anglais, l'idée de faire un projet pour le territoire. Et en l'occurrence, les territoires aujourd'hui, il me semble, ont bien besoin de projets. Donc cette journée qui s'appelle Design et territoire, nous sommes le jeudi 16 mars, c'est à Marseille, c'est aux Beaux-Arts de Marseille. Je remercie les personnes qui ont permis de l'organiser et je vais passer tout de suite la parole à Inge Linder-Gaillard, qui est notre directrice, la directrice des Beaux-Arts. Oh, merci beaucoup, Frédéric. Bon, je suis très heureuse d'être là et de pouvoir passer la matinée avec vous et de vous accueillir à l'école. Merci d'être venu jusqu'à nous pour cette journée. J'espère qu'il sera intense en échange, justement. Je pense qu'on vient chacun et chacune avec ses propres bagages, un peu mental, quand on vient à une journée comme ça, à se dire, bon, moi, ce que je porte par rapport à ces questions, c'est ça, ça et ça. Ou bien c'est ça qui me préoccupe l'esprit en ce moment. Et comment est-ce que cette journée, ces échanges-là vont m'aider à avancer, à aller plus loin. Et pour moi, en réfléchissant à cette question, je me dis, mon bagage à moi, c'est un projet que je porte avec toute l'équipe de l'école qui s'appelle Faire École Lumini. Et c'est un projet qu'on a lancé cet automne à l'école, à la rentrée 2023, justement pour essayer de voir comment on peut faire école. Et comme par hasard, en réfléchissant à ce qu'on a pu faire jusqu'à là, le titre même, il porte cette question du territoire. Parce qu'on n'a pas dit faire école Beaux-Arts de Marseille, on a dit faire école Lumini. C'est-à-dire que tout cet ensemble d'efforts se situe par rapport à la question de là où on se trouve ici, sur un territoire extrêmement particulier qui est la colline de Lumini, qui porte aussi en soi
une très belle promesse qui est la lumière, si je dis ça comme ça, et cette idée de rayonner. Donc, c'est aussi le but un peu du programme qui permet en fait de valoriser tous les engagements étudiants qui peuvent se trouver au sein de l'école, que ce soit être délégué de classe, référent dans un atelier, participer au podcast que font les étudiants. Il y a plein de choses. Il y a une liste qui est de plus en plus longue de typologies d'engagement qui sont valorisées maintenant au sein de la maquette pédagogique. Donc, je ne vais pas très loin et aller dans le détail. On peut en parler plus tard si vous avez envie. Mais bon, ça se structure. On l'a mis en place un peu ex nihilo très rapidement. Enfin, ex nihilo, sauf qu'il y avait plein de choses qui existaient. C'était justement de donner un contenant à tous ces contenus et d'essayer de structurer, de valoriser. Mais je me demande, par rapport à ces questions de design et territoire, c'est comment est-ce que penser en termes de design, justement, ça peut nous aider à aller plus loin, à mieux le penser, mieux le structurer, mieux le proposer et donc mieux l'acter, le vivre. Parce que c'est le moment un peu charnière où on doit justement faire en sorte qu'on garde le cap de l'action qui a été mise en route et que ça puisse continuer et vraiment se développer. Donc voilà, ça c'est mon bagage à moi aujourd'hui, c'est de continuer à penser ce programme qui m'est vraiment cher et je pense et je le souhaite et je le crois que c'est un élan partagé avec vraiment bon nombre de monde dans l'équipe et des étudiantes. Donc je passe la parole à Pierre Houdard, notre directeur général de l'INSEAM, avec ses petites pensées. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Vous avez sans doute vu, comme moi, dans les rues, une publicité qui, moi, m'a interpellé. Le design, on s'assoit dessus, qui est une publicité pour une grande marque de meubles et d'accessoires de maison suédoise, que je ne citerai pas, mais que vous connaissez, qui commence par I et qui se termine par A avec un K. Le design, on s'assoit dessus. Rencontre design et territoire, est-ce qu'on s'assoit dessus? Mais ça m'a vraiment interpellé. Pourquoi les publicitaires ont choisi ce slogan un peu décalé, on s'assoit dessus? C'est sans doute parce que, et Frédéric le disait tout à l'heure, le design a une réputation, on ne sait jamais bien ce que c'est, et c'est souvent synonyme de luxe. C'est souvent pas pour nous, en fait, le design. Luxe, ça veut dire cher, et en ces périodes de difficultés économiques, etc., est-ce que le design est une priorité? On a autre chose à faire que du design, etc., etc. Et du coup, alors il me revient d'abord de présenter les regrets de Jean-Marc Coppola, qui est élu à la culture de la ville de Marseille et président de l'établissement INSEAM qui regroupe les Beaux-Arts, le Conservatoire et l'Institut de formation artistique Marseille-Méditerranée. Et en fait, le design, c'est politique. C'est-à-dire que design et territoire aujourd'hui c'est une rencontre politique en fait. C'est bien de politique dont il va s'agir et pas de politique politicienne, mais d'une politique du territoire par le design, comme on peut avoir une politique éducative par le design, une politique politique par le design. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les politiques de territoire intègrent le design à toutes les échelles de leur conception. Et j'espère, et j'en suis certain, que cette journée va nous éclairer là-dessus. Et je vous remercie. Merci Pierre. Donc cette journée de rencontre est maintenant officiellement ouverte. Et on va passer la vitesse supérieure parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à vous raconter, à vous dire. On a prévu des intervenants qui sont arrivés avec des PowerPoint multiples. Tout le monde, voilà, ça va être très généreux, ça va être peut-être un peu chargé,
mais vaut mieux charger que... Voilà, bon. Donc on va aller assez vite sur des choses, vous inquiétez pas, il y aura des temps de pause, il y aura des moments de repas, de rencontres, on vous expliquera à la suite. Et là, je laisse la parole à Ronan qui va nous expliquer un petit peu la première partie sur l'antériorité de ces questions que nous avons déjà abordées au sein de l'école. Ce n'est pas un truc complètement nouveau qui vient d'arriver comme ça. Oui, bonjour tout le monde, Ronan Cardeux, donc c'est écrit là. C'est un peu compliqué de faire vite là, mais on va quand même passer un peu au pas de charge. On avait un peu envie de démarrer, non pas pour faire les malins, hein, bien sûr, mais pour montrer quand même que, pour pointer certains positionnements de l'école et de nos ateliers, puisqu'on a plusieurs ateliers en commun, de nos ateliers dans cette question. Donc je vais faire peut-être une énumération, si ça ne vous embête pas. Et puis là aussi, prête à répondre à vos questions. Et normalement, c'est légendé, j'espère que c'est à peu près lisible. Les légendes, je n'en suis pas sûr. Et si ce n'est pas le cas, c'est entièrement de ma faute. Donc c'est une série de balises comme ça sur comment on a pu approcher ces questions de design et de territoire avec des étudiants essentiellement, au sein d'une école d'art, ce qui n'est pas toujours le plus facile. Ici, un travail qui a été mené entre 2006 et 2008 en collaboration avec l'Institut Polytechnique de Tomar au Portugal, avec l'Université de Florence, le département design donc en Italie, le tout à Rapolano, qui est une des villes d'extraction du travertin. Très vite, le travertin, c'est une pierre qui est utilisée de façon extrêmement ancienne, puisque les Romains construisaient pas mal de leurs bâtiments avec. Et la question qui s'était posée était de réactualiser les usages de ce matériau avec un consortium industriel, c'est-à-dire les gens qui exploitent le travertin et qui le transforment, enfin le pré-transforment. Je crois qu'on peut passer, et je crois que après c'est tout. Oui, ce qu'il faut sur ce projet, c'est dire que c'est quand même un acte fondateur qui avait été posé à ce moment-là, et ça faisait partie d'un projet européen, sur des fonds européens, pour ceux qui connaissent un peu ces histoires-là, sur un Interreg 3C, ce qui, à mon sens, à l'école, est la seule fois où on a réussi à faire un projet de cette ampleur-là, et ce qui nous a fait énormément progresser en termes de compétences pour les étudiants, mais évidemment aussi pour toute l'équipe enseignante qui a travaillé là-dessus. Vous voyez comment il me corrige, il me dit d'aller vite, et puis après, lui, il en rajoute. Hein. Je ne veux pas dire, mais... J'ai oublié de nous présenter, en l'occurrence. Nous allons être vos serviteurs et les modérateurs de cette journée. Je suis Frédéric Frédou, je suis designer, professeur et coordinateur du cycle licence en design. Et moi, je suis Ronan Cardeux. De formation, je suis urbaniste et géographe urbain, et d'exercice designer, architecte d'intérieur, si vous voulez, pour faire image. Et je suis professeur de design à l'école, notamment. Voilà, deuxième expérience que nous avons vécue au sein de l'école, c'est un atelier qui a eu lieu pendant 2 années consécutives à Salerne, donc une ville voisine, où les étudiants se sont immergés le long sur des workshops successifs pour proposer sur la ville de Salerne toutes sortes de propositions, pas seulement liées aux tomettes ou à la terre cuite, mais on projetait des espaces de rencontre, des espaces sociaux, des espaces de mobilité et toutes sortes de choses comme ça. Donc il faudrait beaucoup de temps pour détailler toutes ces opérations-là, mais c'est quand même pour les citer un petit peu, parce que c'est des opérations quand même qui sont fortes. Un des projets qui avait été proposé, c'est cette tomette qui avait été réalisée par Michel Bandali et Anna Michina, qui est une grande tomette pour l'espace urbain et qui a une vocation d'être connectable par le biais d'une puce RFID. Ces projets pour Salerne, on en reparlera un petit peu plus tard, restent relativement d'actualité, même quelques années après. Alors ensuite, ça c'est des expériences anciennes. On va parler d'expériences plus récentes. Il y a un atelier au sein de l'option design de l'école qui s'appelle Objet quand il est en cycle licence, et son grand frère en cycle master, c'est un atelier de recherche et création qui se nomme FAIRE, F-A-I-R-E,
ou dont la responsabilité est confiée à Agnès Martel, qui doit être quelque part par là. On n'a pas pu faire venir tout le monde à la table. Agnès Martel et Frédéric Duchela gèrent cet atelier, et régulièrement au sein de cet atelier, des matières telles que la canne de Provence, le chanvre, la pierre, le savon, le cuir par exemple, sont remis sur le tapis, sont revisités, requestionnés, avec parfois des retours à la ressource initiale, mais aussi des retours sur la revalorisation, par exemple, de savoir-faire artisanaux ou ancestraux. Donc là, on passe assez vite. Il y a plusieurs réalisations qui sont réalisées. Au passage, vous voyez les différents matériaux en situation, que ce soit la canne, le bambou, enfin pas le bambou, justement, la canne de Provence. Et puis des évocations avec un travail, par exemple, ici, fait autour des calanques, qui nous semblait intéressant, l'eau, le ciel, la roche, et qui peut donner aussi des productions d'objets extrêmement forts et sensibles, ici en collaboration avec le CIRVA. Il faut savoir qu'il y a 5 étudiants en ce moment, qui sont, au moment où on vous parle, là, qui sont au CIRVA. Le CIRVA, c'est le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. Donc c'est une collaboration qui a lieu comme ça tous les ans depuis quelques temps, et qui permet aux étudiants d'être avec les meilleurs professionnels du verre pour aborder la question de la matière. Autrement, nous travaillons, Frédéric et moi-même, sur 2 ateliers. Un atelier qui s'appelle Espace et Public, et un atelier qui s'appelle l'Antigo, un atelier de recherche et de création, l'Antigo. C'est-à-dire quelque chose pour les années 2 et 3 et quelque chose pour les années 4 et 5, bien que notre habituelle indiscipline nous pousse à les mélanger, à leur proposer différentes choses. Et avec quelques questionnements qui sont, quand le designer n'est pas attendu, par rapport à un contexte qui est des contextes d'espace public. Alors espace urbain, bien sûr, espace de rencontre, espace d'indiscipline, espace de hacking social, mais également parce que quelque part les conditions et l'environnement est un peu plus maîtrisé, entre guillemets. On travaille beaucoup avec les musées, qui est un terrain d'expérimentation. C'est Dominique Barbier qui est dans l'assistance, qui est la cheville ouvrière de ce rapport au musée, au pluriel. On a travaillé avec le musée d'histoire, le musée d'archéologie de l'art l'Antique très longtemps, pendant 7 ans, si j'ai bonne mémoire. Musée d'histoire, muséum d'histoire naturelle de Marseille, centre de la vieille charité, en réactualisant, enfin questionnant un peu les collections traditionnelles, quelquefois archaïques, enfin d'objets archaïques de ces espaces de musée. Bon, je ne sais pas si c'est exactement... Enfin, on avait participé à un concours qui s'appelle Minimaus 8, si j'ai bonne mémoire. Je parle sous le contrôle de Frédéric, qui est plus précis que moi sur toutes ces questions-là. Qui posait la question de créer de nouveaux espaces qui sont des espaces entre deux, des espaces un petit peu accompagnant la montée du niveau des océans, les inondations de terres cultivables et habitables, mais également, parce que nous sommes à Marseille et donc d'un côté de la Méditerranée, des espaces de migration dans des conditions absolument terrifiantes. Donc on se posait ces questions-là avec les étudiants, mais à la fois le lieu et le non-lieu, le lieu entre deux et le lieu implanté, et comment on peut inventer ou imaginer des mondes, comment dire, qui ne sont pas réellement implantés. C'est exactement quelque chose aussi qui est une ligne de fracture entre l'architecture et le design, l'architecture étant émergence du lieu et le design étant accompagné d'un usage. C'est vraiment une vraie différence. Donc vous voyez quelques projets qui défilent et qui mettent tout ça en œuvre. Quelques projets de diplôme, c'est juste, je passe très vite, hein, c'est juste pour pointer les choses. Luna Ricci, bon, le nom des étudiants est marqué en tout petit en bas, par ma faute, je l'ai dit, autour de la réactualisation du patrimoine industriel et ouvrier de Casseville, une ville minière qui est, comme beaucoup d'entre elles, a perdu sa raison d'être, en fait, enfin, originelle ou industrielle. On peut passer, Fred. Quelque chose autour de ruches participatives pour des villages, ruches d'abeilles évidemment, et comment travailler ensemble et comment les gérer
et les faire travailler ensemble avec Martin Lefebvre. Un travail sur le vent, plutôt implanté dans les calanques, mais qui essaye de saisir d'autres éléments que simplement le paysage et le regard. Un travail sur les trajets, les parcours, et vous voyez quelque chose autour de la ville, Alban Mag, excusez-moi, quelque chose autour de la ville, de parcours dans la ville, mais d'échappées éventuelles, possibles, souhaitables ailleurs. Et c'est à Frédéric. Voilà, donc on avait encore une liste de diplômes, on vous épargne, on vous les épargne. Chacun est une histoire à part entière et ferait presque l'objet d'une conférence toute seule. Autre jalon qui est important pour nous dans cette histoire sur les territoires, c'est l'invitation de Ludovic Duhem, qui est dans le train actuellement et qui va nous rejoindre en fin de matinée, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Design des territoires, une approche biorégionale ». Il est venu nous rencontrer très longuement l'année dernière. Nous a donné des éléments de pensée, justement, et aussi, historiquement, ces histoires de biorégion et de design des territoires ne sont pas nées avant-hier. Il y a dans les avant-gardes, dans la contre-culture américaine, déjà des choses qui étaient très très fortement ancrées et qui sont un peu à la base de ces histoires-là. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a un ancrage historique, c'est pas tout neuf cette histoire. On a fait un atelier avec Ludovic Duhem où on s'est aperçu aussi assez rapidement que nos étudiants étaient super déconnectés de leur milieu. On était parti à partir d'un travail de l'école. Et puis, ça, c'était le point un peu étonnant. Point étonnant et positif, c'est qu'assez rapidement, ça s'est reconnecté. Enfin, voilà. Donc ça, c'était une piste qui nous semblait importante. En une matinée, au départ, on ne sait pas trop où on est, et très rapidement, l'instinct, on va dire, du milieu reprend ça. Voilà. Et puis, autre élément fondamental ou important pour nous, c'est les rencontres de Meisenthal, campagne première, qui ont eu lieu en septembre 2022. C'est des rencontres qui sont à l'initiative de la Haute École des Arts du Rhin, donc à Strasbourg, et l'École des Arts Déco de Paris, qui ont organisé 2 journées professionnelles de rencontres où il y avait 200 personnes, dont certains étaient à ce moment. 200 personnes, il y avait des artistes, des designers, mais aussi des politiques, des sociologues, des philosophes, toutes sortes de personnes qui ont travaillé sur ces questions-là. Et il y a eu, suite à Meisenthal, une déclaration, j'en ai mis juste un petit extrait, qui a été coécrite pendant ces 2 journées de rencontre et qui est une sorte d'acte comme ça, fondateur sur l'idée que le design, les artistes ont un rôle à jouer important dans la construction des territoires. Voilà sur les jalons qu'on vous a posés. Il faut savoir qu'en même temps que je vous parle, à Toulon, il y a un colloque en ce moment même qui s'appelle Patrimoine, tourisme, culture, histoire, économie soutenable. Ils sont en train de travailler depuis hier sur ces questions-là. On a vu passer aussi des choses au niveau de l'école d'art et de design de Brest, qui fait une mention sur design en transition. On a repéré également des choses du côté de l'école supérieure d'art et de design de Reims, avec une chaire qui s'appelle IDIS, Industrie, Design et Innovation Sociale, Écomatériaux et Développement Territorial. Et il y a 2 éléments importants aussi. C'est l'expérience de l'école de Valenciennes avec le programme Construire la région, Design situé, territoire soutenable, en partie porté par Ludovic Duhem, donc qui va nous rejoindre en fin de matinée et qui pourra en parler dans les échanges et dans la suite. Et puis un autre programme qu'on voulait citer, c'est l'IGA, Cohabiter avec le fleuve, qui est porté par l'ESAD Orléans. Et également, nous avons Gunther Ludwig, qui est ici présent, qui pourra parler de ces programmes qui existent déjà. Voilà. Alors, non, tu peux changer de diapo. Vous avez compris qu'on était un peu serré par le temps, donc on renvoie. Alors, il n'y aura pas de questions ce matin. On renvoie les questions à nos rencontres qui suivront. Bon, on a un peu cette habitude de ce genre de réunion. On sait très bien que c'est dans les discussions off que les choses les plus intéressantes se disent et se font. Donc, comme on est un peu radicaux, mais comme on est un peu pervers aussi, on a écrit quelques questions, nous. Alors, je voulais juste dire surtout d'abord que, évidemment, on va sans doute pour certaines pas y répondre du tout, pour d'autres,
elles vont tomber d'elles-mêmes. Et puis enfin, pour d'autres, la réponse va être un peu naturellement dans les interventions des uns et des autres. Mais juste pour faire vite, pour faire un peu pédagogique aussi, hein, pas de timidité là-dessus, on a pointé comme ça 2 ou 3 choses. Premièrement, le territoire est-il un sujet, un écosystème, un enjeu ou un contexte? Et quand je parle de sujet, je le pense aux 2 sens du terme, le sujet agissant ou le sujet pour lequel on agit. En design, le sujet est quand même une question un petit peu centrale. Voilà, oui, écosystème, c'est quelque chose d'activé par, je pense, provisoirement par les interrelations entre ces composantes. C'est quelque chose qui est une dynamique qui est au-delà de l'addition. Deuxième question, simplement, l'intérêt porté actuellement au territoire. Est-il une forme d'ontologie? Est-ce que ça va de soi? On s'intéresse au territoire. Ou est-ce que c'est le signe d'une période, alors j'ose pas dire postmoderne parce que le terme est très daté dans l'histoire de l'architecture, très marqué, mais après la période moderne, c'est-à-dire que est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de réparer, de guérir les territoires qui auraient été mis à mal par un fonctionnalisme un peu radical, un peu désinvolte, et les considérant comme un support mort, et donc tout sauf un écosystème. Dans le même ordre d'idée, est-ce que l'intérêt pour le territoire est de nature à faire projet, ou est-ce que c'est simplement une donnée supplémentaire à intégrer dans les projets ou à un moment de la méthode? J'ai souvent on aborde souvent cette question avec les étudiants et étudiantes avec qui je travaille. L'écologie, à de rares exceptions près, ne fait pas projet. C'est une attitude citoyenne, engagée, qui est plus que légitime, nécessaire à mon sens, enfin ça c'est à mon sens, mais en tant que telle, elle doit être intégrée dans toutes les actions, y compris les actions de création, simplement. Et dire je prends l'écologie comme sujet de projet me semble pour le moins spécieux, on va dire, pour faire vite. Quatrième question, est-ce que la nécessité de se concentrer sur un territoire local déterminé augmente ou diminue notre aptitude à intervenir, à analyser, à intervenir, prendre en compte d'autres territoires? En d'autres termes, est-ce que être trop local est un avantage ou un inconvénient? Est-ce que le localisme ou l'implantation choisie, décidée, adoptée, nous aide, ou est-ce est-ce qu'il y aurait là une perte de... Non, je ne veux pas aller trop loin. Excusez-moi, ça va faire trop longtemps là. Est-ce qu'il y aurait là une capacité à se déplacer, ou est-ce que ça nous empêcherait de nous déplacer, en fait, intellectuellement? On avait dit aussi, c'est la page... Non, c'est encore là. Faut-il être né dans un territoire pour le connaître et avoir la légitimité d'y agir? Quels sont les travers? Quels sont les travers, les contresens dans la question du local? Comment on les gère? Comment on les pointe et comment on les gère? Et puis la suite des questions aussi très rapidement. Est-ce que cet intérêt pour les territoires et aux campagnes, est-ce que c'est pas aussi un peu une réaction au confinement? Est-ce que c'est pas un phénomène de mode, entre guillemets, et que tout ça risque de finalement finir en greenwashing ou disparaître très rapidement quand il y aura une réelle confrontation, enfin une vraie confrontation au réel? C'est une question. Et comment penser aussi la continuité des échanges pour ne pas se replier sur des territoires qui seraient comme ça tournés vers eux-mêmes? Comment on continue de maintenir des échanges avec des territoires autour pour qu'il y ait des choses qui y entrent dans ces territoires pour les nourrir et des choses qui en sortent pour leur rayonnement? Comment faire en sorte, ça c'est une question importante, que l'exploration de ces territoires par nous, par nos étudiants, ne se fasse pas au détriment du bilan carbone ou en faisant la part belle à des regards exotiques qui seraient portés sur les dits territoires? Et comment faire coïncider ces différentes temporalités entre la temporalité des études, des étudiants, la temporalité des écoles et la temporalité de l'action politique ou de l'action sur le terrain? Voilà. Et puis sur la question du vivre ensemble, comment faire aussi pour que, ça va rebondir sur ce que disait Pierre Houdard en intro, comment faire pour que le politique s'empare du sujet,
et sans réduire cette question comme ça à quelque chose qui serait un peu en surface. Et puis comment profondément ces questions sur le territoire sont compatibles avec des procédures de marché public, des procédures d'appel à candidature, d'appel d'offres, avec des définitions de mission et de contenu qui sont peut-être à re-questionner également et qui sont peut-être plus les mêmes que celles qu'on appliquait jusque-là. Voilà, tout ça c'est des questions. Elles sont ouvertes, tu l'as dit, on répondra à certaines, certaines vont tomber toutes seules. On va à mon avis en rajouter autant à la fin de nos séances de travail, et tant mieux. Je vous donne maintenant quelques... Parce que vraiment il faut qu'on laisse la parole à nos invités. Au niveau du fonctionnement, je ne peux pas remercier toute l'équipe qui permet qu'on soit là aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes. Juste peut-être je remercie Alice pour la précision du suivi. Et je pense qu'on lui fera une lettre si elle veut candidater au contrôleur aérien. Je pense qu'elle peut... voilà. En tout cas, c'est elle qui a permis de rapatrier tout le monde aujourd'hui. Et ce n'est pas une mince affaire. C'était aussi grâce à votre énergie, parce qu'il a fallu pour certains partir. Enfin bon, je vous passe les détails, mais c'est quand même très chouette. On va les écouter dans un ordre qui est légèrement différent. On va vous donner la règle du jeu. Tout ceci est filmé. Vous avez vu que c'est interprété en langue des signes. Seul Camille de Toledo sera en visio. Alors Camille de Toledo, il habite à Berlin, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il est en visio. En fait, il est à Marseille. Et puis vous lirez l'entretien entre Ludovic Duhem et Camille de Toledo dans le livre qui s'appelle Crash Metropolis. Vous saurez pourquoi Camille sera présent avec nous seulement en visio. Mais nous, on va le rencontrer quand même ce soir dans la suite des discussions pour pouvoir continuer à travailler sur ces projets. Et il y aura une petite pause, mais vraiment très courte, parce qu'on est déjà en retard. Alors, ce qui est intéressant, c'est les gens qui sont là, que je vais présenter successivement dans l'ordre. Mais nous, on a aussi un petit peu la vue sur le public, et il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer dans le public. Et on a prévu un moment, on ne fait pas de questions ce matin. On fait tous les contenus, tchac, 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 on prend des notes, on avance. Et par contre, vers midi et demi, 13h, là, on a un repas, on mange tous ensemble tranquillement. C'est là où on se pose les questions, on échange et où vous allez vous rencontrer les uns les autres. Je voudrais quand même signaler que dans l'assistance, donc là, parmi les bancs, entre Dominique Barbier, dont on a parlé tout à l'heure, Agnès Martel, les enseignants, etc., il y a des représentants de territoires. Il y a le territoire de la Dracénie, et je remercie Stéphanie Dahan, qui suit cette affaire de manière très fine et pointue, qui est malheureusement absente aujourd'hui, mais qui est représentée par Jeanne Guyon, qui est dans l'assistance et qui vient de découvrir qu'elle était digne. Il y a également la ville de Salerne qui est présente ici, avec Pierre Lanoux, qui est élu au conseil municipal de la ville de Salerne. Et puis il y a le pays de Fayence, qui est représenté par Samuel Bertrandi, qui est ici par là-bas, qui est directeur du pôle développement territorial du pays de Fayence. Donc j'ai parlé de ma nièce également, Manon Frédou, qui est ingénieure paysagiste et qui défend la biodiversité. Donc c'est pour montrer qu'il y a des choses très différentes. Il y a également Jean-Marc Bretonnier qui est là, caché juste là, qui lui est porteur, on s'est rencontré à Meisenthal, et qui est porteur d'un projet de jardin de plantes tinctoriales à Loris, et pour lequel l'école est en train d'envisager des possibilités. Et puis plein d'autres que je connais pas forcément encore. Voilà. Donc voilà pour ce matin. On déjeune tous ensemble, c'est le moment où tout le monde discute, échange, pose les questions. À 14h, on fera une visite de l'école. De 15h à 17h, nous rencontrerons Francis Tallin, que je n'ai pas encore identifié, voilà, qui est tout en haut. Francis Tallin, il est responsable du pôle éducation à l'environnement, culture et développement social du parc national des Calanques. Et nous irons avec lui et grâce à lui sur le chemin du belvédère de Sugiton, histoire que ces questions de territoire soient un peu ancrées dans nos chaussures et dans la temporalité d'un déplacement plutôt que dans une salle fermée comme ça. Et évidemment, il y aura encore, mais ça, ce sera sans vous, il y aura un échange... Oh, c'est plus Ronan.
Il y aura un échange également. On a déjà eu un échange avec les intervenants hier soir, et ce soir, il y aura un échange encore sur ces questions-là, où nous allons avancer avec le petit comité qui a été sélectionné. Et demain, j'emmène tous ceux qui le veulent dans ce petit comité aux sources de l'Uvonne, puisque vous savez que le bassin versant de la ville de Marseille, c'est en partie les sources de l'Uvonne, enfin c'est l'Uvonne. Et donc je les emmènerai jusqu'aux larmes de Marie-Madeleine. Je ne leur ai pas tout dit encore sur cette affaire-là, et ce sera demain. Nous avons été super longs. Au niveau du passage, je vais laisser la parole donc à Stéphanie Aymon. Ensuite, on aura Gunther. On fera une petite pause super short parce que nous avons un rendez-vous donc visio téléphonique à 11h avec Camille de Toledo. Et puis ensuite, ce sera le tour de Anne Le Garce qui est là, et puis Ludovic Duhem qui nous aura rejoint en cours de route. Voilà, merci à tous.